C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? La fonction administrative, donc on peut considérer qu'il y a le top management, la direction, la ligne hiérarchique qui sert d'intermédiaire entre les deux et le centre opérationnel. Alors on a dit que si on a 5 à 10 employés, on n'a pas besoin même de la ligne hiérarchique. Il faut avoir ici ce qu'on appelle un management de proximité, ok? Parce que là, vous visez directement le centre opérationnel, ok? Pour éviter un peu les conflits inutiles dans les ressources humaines. Ok? Bon, on va avancer un peu pour... Alors, pour la fonction administrative, je reviens un peu sur les qualités d'un manager. Un manager doit avoir les connaissances requises. Je peux vous faire confiance, hein, à 200%. Ce que j'ai entendu ce matin me conforte dans l'idée que vous avez les compétences nécessaires. Maintenant, il peut être complété par des apprentissages qui sont déjà assimilés ou la formation complémentaire, comme ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, avec le programme sénégalais de l'emploi des jeunes. Un bon manager doit avoir une vision, une créativité et de l'imagination. Je l'avais dit tantôt. La vision, c'est de savoir ce qu'on veut faire aujourd'hui et ce qu'on compte avoir demain. Okay? La créativité, c'est le fait d'anticiper sur ce qui n'est pas venu, ce qui n'est pas encore venu, n'est-ce pas? La capacité d'entreprendre, la prise de risque. Je suppose que tout le monde ici a la capacité d'entreprendre. Non? Hein? Si vous avez la prise, le goût, n'est-ce pas, de la prise du risque, ça veut dire que vous avez une capacité d'entreprendre. Alors, la capacité d'entreprendre, c'est le fait de se dire que je peux gagner comme je peux perdre aussi. C'est le comportement d'un bon entrepreneur. J'investis sur un projet, j'en ai vu tous les contours, j'y vais, donc j'ai la prise de risque, n'est-ce pas, qui est garantie. Alors, un bon manager doit être le porte-parole et le représentant de son entreprise. Parce que vous devez dégager ce qu'on appelle une image. Représentant, c'est que vous avez 250 employés. Et vous devez refléter quand même l'image de ces 250 employés. Le manager doit pouvoir se dire que un jour, si mon entreprise coule, je ne dois pas me dire c'est les employés. En fait, je liquide les employés, ce n'est plus mon problème. Ça aussi, il faut le savoir. Il doit être le porte-parole et le représentant de son personnel là où il se trouve. Vous savez, il y a des chefs d'entreprise malheureusement qui ont créé leur faillite programmée, et juste, n'est-ce pas, pour liquider l'entreprise et en créer d'autres. Mais le problème, c'est que ça laisse une mauvaise image. Une mauvaise image. Donc, on est embarqué dans le même bateau. Si on gagne, tout le monde gagne. Si on perd, tout le monde perd. Il doit être un bon négociateur. Ça aussi, c'est un point, malheureusement, on insiste beaucoup sur ça, la communication. La meilleure façon d'être un bon négociateur, c'est d'avoir de bonnes techniques de communication. Et ces techniques de communication, normalement, quand on vous donne 5 minutes, vous devez présenter votre projet et convaincre votre partenaire. Oui. 5 minutes. On peut faire le test après. 5 minutes, on doit pouvoir convaincre quand même le bailleur ou l'investisseur. Avec des mots concrets, des mots concis et précis. Un chef d'entreprise également doit pouvoir quand même être un bon argumentaire. Il faut bien argumenter parce que si devant un parterre d'investisseurs, vous oubliez que l'autre concurrent peut être plus communicant que vous,
ça veut dire que vous perdez, n'est-ce pas, en opportunité. Surtout dans les sciences de B2B que vous aurez peut-être avec les banques. Parce que le banquier ne connaît pas M. Cissé ou M. Diop ou M. Ce qui l'intéresse le plus, c'est le projet. Est-ce que c'est un projet qui me capte ou non? En 5 minutes, vous devez pouvoir présenter votre projet de façon concrète. Ok, ça aussi, c'est des éléments extrêmement... Vous devez être le premier marketeur pour votre entreprise. Le premier agent commercial de l'entreprise, c'est le manager. Ce n'est pas le conseiller commercial. Ce n'est pas le conseiller commercial. Le conseiller commercial n'est juste qu'un support commercial. Mais le premier élément de communication qui peut payer pour l'entreprise, c'est d'avoir un bon manager qui sait développer une bonne communication. Lors des foires, lors des salons, au niveau de la banque, etc. Et ça, il faut dégager la communication pour ça. Et le dernier élément, c'est les capacités à résoudre les problèmes. Ne soyez pas étonnés que dans votre cursus, en tant qu'entrepreneur, vous aurez beaucoup de problèmes à résoudre. Plus de problèmes que de solutions même. Plus de problèmes que de solutions. La conjoncture, la baisse de mon chiffre d'affaires, les points de financement qui me posent problème, etc., etc. Mais vous devez avoir une capacité à pouvoir rapidement trouver des solutions à vos problèmes. Parce que si vous ne trouvez pas des solutions à votre problème, ce n'est pas vos collaborateurs qui vont le faire. OK? Donc, je pense qu'il ne faut pas être dans cette situation des entrepreneurs japonais quand il y a un échec dans l'entreprise, ils sont prêts même à se... Oui, parce qu'il y a une pesanteur sociale, une pesanteur familiale qui ne dit pas son nom. C'est ça. Donc, porte-drapeau, le manager de l'entreprise. Donc, ne soyez pas étonnés dans le cadre de votre management de savoir que vous aurez plus de difficultés à surmonter que de solutions. Les solutions, c'est des points de plus qui vous permettent de pouvoir consolider votre effort. Par contre, les problèmes sont à intégrer dans votre management. Les problèmes sont à intégrer dans votre management. Et pour chaque problème, il faut chercher des solutions adaptées. OK? Déjà, le premier problème qui est là pour vous, c'est le problème du financement. Avant même de créer une entreprise, on se dit quel est quelle est la solution de financement. C'est un problème à surmonter et je le dis tout le temps, ça ne doit pas être un obstacle de taille pour vous. Ça ne doit pas être un obstacle de taille pour vous, pour 2 raisons. La première raison, c'est que le banquier cherche toujours à avoir la capacité de résistance quand même du manager. Vous voulez un financement de 10 millions. Dites-moi ce que vous pouvez mettre dans le projet. Ça, il faut y penser au départ. L'apport personnel. Il cherche toujours à vous dire que 10 millions, oui, mettez-moi 1 million à côté. C'est 10% du projet. La deuxième chose, c'est que oui, allez-y. Peut être seulement, je comprends votre question, l'apport personnel peut être en numéraire, en espèces, du moins en nature, etc. Si vous avez un terrain, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils ont des terrains, mais ça peut être une très bonne opportunité. OK? Ça peut être une très bonne opportunité. Mais ne l'hypothéquez pas au premier coup. N'hypothéquez pas votre terrain au premier coup. Est-ce que vous savez que si votre terrain a une valeur qui ne dépasse pas 5 millions, la banque n'a pas le droit d'hypothéquer votre maison? Ça, il faut refuser. Moins de 5 millions, on ne doit pas hypothéquer votre maison. Ça, c'est clair, hein? Je parle des dispositions juridiques et légales. Donc, aucune banque n'a le droit de vous demander une hypothèque d'une maison si la valeur, n'est-ce pas, de la maison est inférieure ou la valeur du terrain est inférieure à 5 millions. Donc, au premier coup, refusez d'hypothéquer quand même votre terrain. Et encore une fois, la garantie doit être en dernier ressort. C'est-à-dire la garantie ne fait pas de prêt. Donc, essayez de mettre en avant la pertinence de votre propre projet. C'est ce qui permet de rassurer le banquier. Mais d'un seul coup, vous lui proposez une hypothèque. S'il est un bon banquier, il peut
Il peut même refuser parce que la garantie ne fait pas de prêt. La garantie ne fait pas de prêt. OK? Oui. Quand vous dites une valeur de 5 millions, vous parlez de... Si c'est un terrain qui est déjà construit, vous parlez... Ça peut être une valeur du terrain ou de la maison, les deux. Les deux. D'accord. Déjà, quand c'est une maison, donc la banque... non, en fait, c'est une maison, la valeur de la maison risque d'être supérieure à 5 millions. Mais vous pouvez avoir une maison également qui ne... Vous voyez un peu ce que je veux dire? D'accord. Je n'aime pas trop y avancer, mais c'est une maison ou un terrain. OK? Mais dans tous les cas, vous ne devez pas accepter au premier coup l'hypothèque sur votre maison qui ne dépasse pas 5 millions. C'est une entorse à la loi et aucune banque ne peut vous obliger, n'est-ce pas, à ça. Et d'ailleurs, même c'est écrit noir sur blanc dans la réglementation bancaire. Mettez en avant les capacités, les potentialités de votre projet et non quand même les histoires de garantie, etc. OK? Bon, déjà, l'État a beaucoup contribué avec le fonds GIP, avec la DER. La DER, par exemple, peut vous proposer un crédit, n'est-ce pas, sans garantie, mais vous allez passer par une institution de microfinance ou une banque, OK? Parce qu'ils ont des conventions avec ces institutions financières et qui permettent un peu d'alléger au moins les difficultés d'accès au crédit. OK? Oui? Je m'appelle Mamoudou Sow. Oui, bon. Bon, pour monter son entreprise, Oui. est-ce qu'il est toujours judicieux d'aller voir une banque ou bien un bailleur? Parce que j'entends souvent dire, certains entrepreneurs dire que j'ai créé mon entreprise à partir de zéro. Oui, la question est un peu piégée là. Bon, je vous dis tout de suite, tout dépend des besoins que vous allez exprimer, pour être clair. Si vous avez des besoins de financement qui sont assez élevés, il y a de très fortes chances que vous devez aller voir quand même un banquier ou même une institution de microfinance, une société de crédit bail, etc. Parce qu'on l'oublie également, l'argent que le banquier vous donne, il y a également plus de possibilités. C'est si on vous donne un bien qui est, n'est-ce pas, en crédit bail, ça vous arrange dans la production. Donc tout dépend de la valeur des besoins de financement. C'est-à-dire si vous avez des besoins de financement qui sont extrêmement élevés, il y a de très fortes chances de chercher des partenaires financiers ou des partenaires stratégiques. Par contre, si le projet à développer, c'est 1 500 000 000, il n'est pas indiqué peut-être même d'aller voir le banquier. Peut-être même avec des fonds propres, avec l'aide de la famille ou même des amis, vous pouvez démarrer. Une suggestion de taille. Ne prenez jamais un crédit dont vous n'avez pas besoin. Ne prenez jamais un crédit dont vous n'avez pas besoin. Le financement du projet doit reposer sur l'identification claire du besoin. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Et moi, je ne suis pas partisan des gens qui disent que le banquier risque d'appauvrir l'entreprise, mais tout dépend de l'utilisation du prêt. Il y a un célèbre économiste qui disait que l'endettement doit permettre d'accroître la richesse de l'individu ou même d'une nation. C'est valable pour un pays. Les pays qui s'endettent plus, qui l'utilisent, n'est-ce pas, à d'autres fins, sont les pays qui sont les plus pauvres. Les pays qui ont tendance à s'endetter davantage et qui l'utilisent dans leur capacité productive, tels que le Japon. Le Japon a un taux d'endettement de 250% de son PIB. 250% de son PIB. C'est-à-dire, si on parle de surendettement, le Japon est le meilleur élève. Un peu. Et pourtant, ça n'a pas empêché au Japon de se développer. C'est le cas avec les États-Unis, c'est le cas avec la France. Tous les pays quand même qui ont tendance à utiliser l'endettement, non pas pour les manifestations politiques ou ailleurs, mais c'est d'investir dans, en tout cas, la transformation structurelle de l'économie. Et j'ose espérer que vous, l'endettement que vous allez prendre, c'est juste pour augmenter votre capacité d'investissement. C'est ça. Oui.
Ah bon, il faut le Bonjour. dire, non? Il faut le dire. Oui, allez-y. Serigne Diaw. Oui. La question que je voulais savoir, c'est que pour le financement des projets, Oui. pour ceux qui, pour des raisons de croyances religieuses, quoi, donc est-ce qu'il y a c'est prévu de financer des projets, mais sans intérêt? Absolument, il y a la banque islamique, hein, mais il faut savoir que la banque islamique a deux compartiments. Il y a ce qu'on appelle le compartiment classique de la banque islamique, c'est-à-dire quand vous voulez des crédits classiques, la banque islamique du Sénégal peut vous donner des crédits classiques. C'est ce qu'on appelle le compartiment classique. Alors l'autre compartiment de la banque islamique, c'est le guichet islamique. Parce que tel que la finance islamique fonctionne, c'est-à-dire vous devez prêter de l'argent sans taux d'intérêt sur la base des dépôts qui sont effectués sans taux d'intérêt. Au Sénégal, il y a la BIS, il y a des guichets même de microfinance qui sont prêts, n'est-ce pas, à offrir le financement sans taux d'intérêt. Alors ça marche par contre sur une mutualisation des risques. Si tout le monde gagne, c'est OK. Je gagne, le porteur de projet gagne. Mais si tout le monde coule, c'est à la fois la banque et le porteur de projet. Donc c'est une mutualisation des risques. Mais le problème de la finance islamique, c'est qu'actuellement, il y a très peu d'institutions qui offrent ça, à part la banque islamique, à part également 2 ou 3 institutions de microfinance. Je pense qu'il faut davantage quand même d'initiatives dans ce cadre-là. OK. Voilà. Donc c'est des outils qui peuvent être assez intéressants, mais on va vous demander également un certain nombre pas de garanties hypothécaires, mais de garanties sur la rentabilité de votre projet. Parce que ce qui est à la base du prêt en finance islamique, c'est la rentabilité du projet. OK? Mais il existe aujourd'hui des institutions de financement à part Banque islamique, non? Oui, à part la banque islamique, il y a 2 institutions de microfinance. PAMECAS faisait ça, il y avait un guichet de finance islamique. L'État a mis en place, je pense que c'est toujours en cours de création, une microfinance islamique, mais ce n'est pas encore effectif. Okay, il y a 2 institutions de microfinance, à ma connaissance, qui font ça. PAMECAS et une autre institution qui vient d'être créée, qui fera que de la finance islamique, mais par la microfinance. Okay? Ce n'est pas assez exhaustif, hein, parce que même la banque islamique dont on parle, elle n'est pas totalement banque islamique. Elle n'est pas totalement banque islamique. Si vous voulez des crédits classiques, elle vous en propose. Si vous voulez des crédits islamiques, elle va vous proposer, mais en passant par son guichet islamique. Mais le guichet islamique marche selon le principe que pour financer des crédits islamiques, il faut avoir des ressources islamiques. Ah oui, c'est la logique. Mais écoutez, c'est la logique. Pour pouvoir financer sans taux d'intérêt, il faut que les gens acceptent de mettre des ressources, des dépôts sans taux d'intérêt. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une réglementation bancaire purement islamique au Sénégal ou dans l'UEMOA. On a une réglementation bancaire unique. Ce qui régit, n'est-ce pas, la BIS, régit la EGBS, régit également la CBAO. Mais moi, je suis d'accord que s'il y avait une volonté quand même de l'État d'appuyer davantage la finance islamique, ça pourrait aider beaucoup de projets, n'est-ce pas, d'entrepreneurs à émerger. OK? Au-delà de ça, il y a le PROMIS. Je ne sais pas si vous entendez, PROMIS, le programme de microfinance islamique. Alors, ils sont du côté de EMG. Ils font beaucoup également de refinancement en finance islamique. Mais eux, ils ne financent pas directement, mais ils mettent ça à la disposition des institutions de microfinance. Mais ce n'est pas toutes les institutions de microfinance qui ont des compétences en finance islamique. C'est ça aussi la difficulté. Il n'y avait que PAMECAS et actuellement une microfinance nouvelle qui ont été créées sur ça. Mais ça peut être un très bon levier. Hein. Vous savez, malheureusement, on l'utilise très peu dans nos pays. Mais si vous allez dans les pays comme Londres, la finance islamique est le premier levier de financement même de l'État. Alors que c'est des pays qui ne sont pas entièrement musulmans, c'est ça. Londres, Paris utilisent beaucoup de soukouk pour le financement de leurs projets structurants.
une question en ligne. Oui, allez-y, M. Ndiaye, oui. Il y a M. Ndiaye qui vous suit depuis Saint-Louis. Oui, M. Ndiaye, bonjour. Donc c'est un ingénieur électronique télécom. Oui. Donc il dit, est-ce qu'un projet d'innovation technologique qui nécessite une phase préalable de recherche et développement, et il dit, pour élaborer le premier prototype, peut trouver un financement au Sénégal? La recherche et développement est importante à tous les niveaux, hein, il faut le dire, au lancement de votre projet. Mais je pense qu'on l'a dit tantôt, il faut avoir une démarche d'anticipation. Même si vous avez une recherche et développement qui est pour le lancement, il faut que cette recherche et développement suive ce qu'on appelle une démarche de veille. Donc la recherche et développement doit être présente à tous les niveaux, n'est-ce pas, du cycle de vie de l'entreprise. Dans le lancement de l'entreprise, en phase de maturation et pour pouvoir rebondir même dans une phase d'innovation technologique. La deuxième question, c'est par rapport au financement. En fait, c'était ça sa question. Il disait que est-ce qu'une entreprise de recherche et développement peut trouver un financement? Bien sûr. En phase de recherche, c'est-à-dire, si je comprends bien, l'entreprise vient de commencer, donc il est en phase de recherche et développement. Oui. Donc pour élaborer un premier prototype, il demandait est-ce que cette entreprise peut trouver un financement au Sénégal? Absolument. Bon, si c'est... Alors, dans le financement, elle recherche quoi dans le domaine technologique ou dans le financement de sa recherche-développement? Je pense qu'il doit être plus explicite. Est-ce que le financement, c'est dans la recherche-développement, qui est souvent quand même souvent très peu financé par les banques, ou est-ce que c'est dans la phase de création de l'entreprise? Il faut peut-être qu'il soit explicite. En tout cas, pour la recherche-développement, les banques sont très réticentes à financer ça, parce que c'est une phase qui est assez risquée, quoi, parce qu'on ne sait pas est-ce que déjà l'innovation va prospérer ou non. Okay? Une banque a plus tendance à financer la phase de développement de l'entreprise, c'est-à-dire quand l'entreprise n'est plus dans les pieds d'argile et que maintenant elle pense à une croissance externe, les banques sont prêtes à la financer. Ok. Alors, les difficultés de financement également existent lors de la création de l'entreprise. Parce que lors de la création de l'entreprise, le banquier est très sceptique. Hein. Il faut quand même le convaincre sur la faisabilité de votre projet. 80% des problèmes de financement, en tout cas au Sénégal, proviennent quand même de la phase de financement, de la phase de création. Alors que 20%, quand même, c'est au niveau quand même de la phase de développement. Donc vous voyez que la phase de développement, il y a moins de problèmes de financement. 80% des projets ont des difficultés de financement lors de la création. Ça veut dire qu'il faut mettre l'accent sur une bonne compréhension de votre business plan et une bonne articulation de votre business plan. Merci. Merci. Bon, on va un peu avancer les gars. Alors, la fonction commerciale. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est que doit faire l'entreprise dans sa fonction commerciale? Étudier le marché, on l'a dit, hein, on va pas revenir sur ça. Étudier le marché, les potentialités et les menaces et les opportunités aussi. Concevoir et mettre en place le produit. C'est-à-dire, vous connaissez les caractéristiques de votre produit. Il faut savoir le décrire dans le business plan. On va y revenir, cette phase-là est importante. C'est-à-dire, la description de votre produit va impacter un peu sur le prix de production, mais également le prix de vente. Donc, un produit doit être bien conçu. Un produit également doit être bien articulé par rapport au prix de vente. Okay? Et dans la fonction commerciale, il faut choisir les canaux de distribution. Est-ce que vous aurez à les distribuer directement? Ou est-ce que vous allez s'entourer un peu de ce qu'on appelle la distribution indirecte? Ou est-ce que même vous aurez tendance oui, allez-y. Oui. OK. Ou confier ça à ce qu'on appelle la sous-traitance, ça aussi c'est des éléments importants. Assurer la publicité et la promotion. C'est un produit que vous mettez en place, il faut savoir supporter ce qu'on appelle des coûts de publicité. Ça peut être une bonne opportunité pour vous de faire quand même
connaissance de ce produit au grand public. Alors, sur ce point, vous n'avez plus besoin d'avoir une publicité classique, hein. Mettez à profit les réseaux sociaux. Ça, on l'apprend à personne. Quand vous allez sur WhatsApp, vous voyez des gens qui vendent même en ligne maintenant leurs produits. C'est le moyen le plus rapide quand même de faire connaissance pour eux. Mais n'hésitez pas également à faire la promotion à travers une communication même événementielle, où véritablement vous montrez, n'est-ce pas, au grand public votre professionnalisme. OK? Dans la fonction commerciale, il faut réaliser la vente. Réaliser la vente, ça veut dire quoi? Hein? Il y a deux aspects dans réaliser la vente. Il y a deux aspects là. Oui, allez-y. Hein? Non, réaliser la vente, il y a d'abord vraiment avoir les parts de marché effectives. Vous savez, il y a une estimation de votre part de marché lorsque vous êtes en phase de business plan. Mais ici, dans la fonction commerciale, vous devez maintenant rendre effectif vos parts de marché. Vous savez, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Réaliser la vente, ça veut dire que vous rendez effective vos parts de marché. Dans votre business plan, vous avez mis 20% de parts de marché. Lorsque vous allez réaliser la vente, il ne faut pas être loin de ces 20%. Peut-être s'il y a une marge, ça peut être de marge de 2% ou 3%. OK? Sinon, si vous êtes en deçà de 5%, 10%, c'est que vous n'avez pas quand même bien estimé votre part de marché, ou vous avez une clientèle qui est volatile. Ça aussi, il faut l'éviter. Dans la réalisation de la vente, il faut faire tout pour fidéliser la clientèle. Alors, vous pouvez vendre au comptant, mais rien ne vous empêche, dans la fidélisation, de faire un délai client, délai paiement clientèle. C'est-à-dire, je vous donne à crédit pendant 30 jours. OK? Maintenant, si vous êtes une grande entreprise et que vous êtes un bon client, 30 jours après, vous devez me rembourser. Alors, faites en sorte que le délai client ne soit pas inférieur au délai fournisseur. Pourquoi, selon vous? Il y aura un problème de trésorerie. Parce que si vous négociez, par exemple, un délai fournisseur de 60 jours, ça veut dire que votre délai clientèle ne doit pas dépasser 60 jours. Il faut que les clients vous remboursent d'abord avant de payer au fournisseur. Ça aussi, c'est une bonne stratégie marketing, une bonne stratégie commerciale. OK? Mais ne soyez pas trop serré également avec les délais paiement client. Parce que n'oublions pas que vos concurrents sont de l'autre côté. Si vous faites un délai de 60 jours, peut-être votre concurrent va faire 30 jours. Donc, il faut bien avoir ce qu'on appelle un pouvoir de négociation, aussi bien avec les fournisseurs qu'avec la clientèle. Okay? Donc, ça aussi, c'est une bonne stratégie commerciale à bien adopter, oui. Vous disiez que, concernant le produit, pour être sûr de ne pas atteindre le déclin du produit, il faut qu'on fasse en sorte que lors de la maturation, qu'on puisse renouveler ou différencier pour pouvoir... Oui, prolonger. Tout à fait. Ça peut être une bonne stratégie aussi. Maintenant, concernant cela, le marché uniquement ne peut pas nous permettre de savoir quelle est la durée de vie du produit. Maintenant, sur quoi est-ce qu'on va se baser pour savoir à partir de quel moment ou au bout de quelle période? Parce que ça dépend du produit. Est-ce qu'on va atteindre la maturation? Il faut savoir que quand vous tout dépend des habitudes de consommation aussi. Ça aussi, il faut savoir. Avec les enquêtes de perception de la clientèle, ça peut être de bons éléments pour savoir est-ce que votre produit, parce qu'il faut le faire par période régulière, c'est-à-dire chaque 1 an ou chaque 6 mois, vous devez avoir ce qu'on appelle des études de satisfaction auprès de la clientèle pour savoir est-ce que la clientèle a le même niveau de satisfaction sur votre produit. Vous savez, on est tous des consommateurs. La consommation d'un même produit risque quand même d'aboutir à ce qu'on appelle un point de saturation.
Un consommateur a toujours tendance à découvrir un nouveau produit supplémentaire qui va lui procurer plus de satisfaction. Souvent même, c'est juste quand même des problèmes d'emballage ou même des problèmes d'hygiène ou même des problèmes entre deux produits. Je vous donne l'exemple d'un produit avec conservateur et un autre produit sans conservateur. Qu'est-ce qui différencie ici? Les biologistes là? La qualité. Voilà. Un bon élément. La qualité. Donc il faut se dire que ce qui permet de pouvoir apprécier le point de saturation, c'est au niveau de la qualité, mais également au niveau des habitudes de consommation. Parce que chaque période, il y a toujours des habitudes de consommation. On n'a plus les habitudes de consommation des années 80 ou 90. Maintenant, les gens ont tendance à plus manger fast-food. De plus en plus, vous voyez les KFC, les industries quand même pardon? Voilà, des maisons caissières, tout ça, qui s'implantent et qui font beaucoup de choses. C'est que les gens commencent à avoir des habitudes de consommation différentes, n'est-ce pas, des années 92. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent plus manger en famille, mais c'est le temps. C'est le facteur temps. Donc les habitudes de consommation doivent vous permettre rapidement de pouvoir apprécier quand même le point de saturation de votre produit. Et rapidement de pouvoir penser en recyclage de votre produit. Souvent même, ça peut être un même produit, mais où on ajoute juste, n'est-ce pas, un service complémentaire. Alors, en Europe, si vous voyez, maintenant, il y a des distributeurs même de baguettes de pain. Entre le fait d'aller acheter, n'est-ce pas, une baguette de pain chez le boulanger et maintenant d'aller directement dans un distributeur automatique pour s'en procurer, il y a une différence. Alors, pour le vieux, par exemple, qui est très attaché à son boulanger, il préfère toujours aller là-bas. Vous voyez un peu? Alors que pour le jeune citadin qui n'a pas de temps à perdre, tout ça, il préfère rapidement acheter, n'est-ce pas, la baguette de pain à partir du distributeur automatique et de partir. Vous voyez un peu? C'est le même cas. C'est le même cas. Donc les habitudes de consommation constituent quand même des facteurs de détermination de ce point de saturation. Mais surtout, vous devez, en tant que manager, faire ce qu'on appelle des études de satisfaction. N'hésitez pas à fidéliser votre clientèle et à les écouter. Vous savez, le piètre des managers, c'est celui qui n'écoute pas sa clientèle. Vous savez, la clientèle, il y a deux niveaux. Il y a une clientèle sédentaire et il y a une clientèle qui est volatile aussi. Sédentarité et volatilité. La clientèle sédentaire, c'est une clientèle que vous avez peut-être acquise à votre cause. Alors que la clientèle volatile, elle va suivre au rythme quand même des innovations. Donc il faut savoir les segmenter aussi. Souvent la clientèle sédentaire, c'est la clientèle peut-être qui a tendance à prendre un certain âge. OK? Donc lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est une fidélisation par rapport à son entreprise, par rapport aux produits qu'il utilise. Alors que la clientèle volatile, on la retrouve plus chez certains segments de la population. Les plus instruits, les plus jeunes, c'est ça. C'est une clientèle donc à bien analyser. Les plus instruits sont plus exigeants, il faut le dire. Oui, les plus riches, vous allez ajouter même les plus riches, oui, et les plus jeunes aussi. Pourquoi les plus jeunes? Parce que les jeunes suivent un peu l'innovation. OK? Donc, il faut bien quand même avoir ce souci de segmentation quand vous réalisez quand même les ventes. Alors, le dernier élément, malheureusement, les gens évaluent les services après-vente. Les SAV, c'est le problème dans beaucoup d'entreprises. Vous savez, le meilleur moyen de rendre fidèle un client, c'est de lui montrer qu'après la vente, je suis là pour vous. Ça, tout le monde... et c'est les réclamations, c'est les suggestions aussi, les boîtes à outils. N'hésitez pas à avoir le feedback de la clientèle sur la vente, n'est-ce pas, d'un produit ou de service. Ça aussi, c'est un point important qui peut même agir sur votre fonction financière après. Donc, ne les négligez pas. OK?
Oui, allez. Par rapport à la conception et à la mise en place du produit, tantôt vous avez parlé de Nike. Et, à la mise en place, à la conception et à la mise en place d'un produit, Oui. n'est-il pas nécessaire de mettre en place le produit, de concevoir le produit Oui. et de le vendre avant de le fabriquer? Parce qu'il paraît que Nike est une entreprise sans usine. C'est-à-dire Nike a des sous-traitants. Oui, oui, c'est Hein? l'exemple Des qu'on va voir sous-traitants même. Hein. Voilà. Et à partir de C'est-à-dire, je là, ne vais pas trop anticiper sur ça, mais c'est l'étude de cas que nous allons voir je pense demain. Hein. Il y aura vraiment un cas sur Nike. Et vous avez parfaitement raison, le Nike s'entoure un peu de sous-traitants. Alors, il ne le fait pas pour aider les sous-traitants, mais parce que quand vous avez la sous-traitance, ça vous départage un peu de tout ce qui est coût de production élevé. Parce que vous gagnez le marché, vous sous-traitez ça avec des fabricants et puis ça vous fait supporter moins de coûts de production. Maintenant, il y a plus une convention qui va lier Nike avec ses sous-traitants. De plus en plus, certaines grandes entreprises ont tendance à faire ça. Dans le domaine même des call centers, c'est ça. Vous appelez quelqu'un, une opératrice, n'est-ce pas, de Orange, etc. Vous pensez que voilà, c'est des activités qui sont carrément délocalisées, mais qui permettent un peu à l'entreprise de pouvoir réduire ses coûts de production. C'est une option. et l'autre aspect aussi commercial, c'est la stratégie, par exemple, de vente avant la fabrication. Parce que parfois, l'entrepreneur peut consacrer du temps à la fabrication du produit, à tel point que, alors qu'après la fabrication, est-ce qu'il est sûr que ce produit sera acheté? Oui, ça je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, l'idée, on part du principe, on exprime, on fabrique sur la base des besoins qui sont exprimés. Juste. Mais le danger, c'est que quand vous risquez d'avoir également faites attention aux ruptures également. Vous voyez un peu? C'est-à-dire aux ruptures. Ok. Aux ruptures. C'est-à-dire, si vous partez du postulat que vous produisez que sur la base des demandes et que la production tarde, vous voyez un peu? Ouais, alors que vous avez négocié les délais de livraison, ça pose problème. C'est pourquoi il n'est pas exclu dans une entreprise d'avoir en tout cas un niveau de stock assez raisonnable. C'est-à-dire, ce qu'on regrette, c'est d'avoir des stocks qui vont vous coûter cher. Parce que vous aurez à les valoriser, mais également, quand vous avez beaucoup de stocks, ça peut faire l'objet de ce qu'on appelle une dépréciation comptable. Si c'est de l'urée ou etc., vous pouvez avoir même une dépréciation de sa valeur, ou même des vols, etc., ou des incendies. Ça en coûte le coût de stockage. Mais attention, ne partez jamais du postulat que je produis que ce qu'on m'a demandé. Si votre production tarde, vous aurez ce qu'on appelle un risque de réputation. Ok. Ça aussi, c'est... Et il y a aussi un autre aspect commercial que j'ai constaté au Sénégal et qui peut être utilisé par les entrepreneurs, à savoir la stratégie de sérialisation, c'est-à-dire la création de séries. Oui. Aujourd'hui, on a des films séries et que les gens adorent, surtout les filles. Et dans la Est-ce que c'est seulement aussi, les filles? C'est pas seulement. Hein? Ah, c'est pas les filles, hein, mais elles adorent Pour plus les ça, défendre sans pour autant. Hein? Elles adorent plus. Elles adorent. Et quand on voit la stratégie, par exemple, de Samsung avec ces séries de produits tels que J1, J7, et peut-être ils arriveront à J20. Et chaque fois, on a l'aspiration d'avoir une segmentation, de produits, ainsi de suite. Et tout cela, c'est des stratégies qui peuvent être utilisées. Absolument. Oui. Et alors, c'est important ce que vous dites, la sérialisation, mais également, il faut savoir que ça peut même aider pour la diversification de vos activités. C'est-à-dire, c'est important. N'ayez pas un produit standard. Et je l'ai dit tantôt, il faut avoir une segmentation. Et ne pensez pas que les gens essaient de créer ces séries pour rien, mais ils ont déjà fait les études de marché. Ils savent que pour chaque cible, il y a un besoin spécifique par rapport au produit demandé. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, pour chaque produit, il faut avoir une segmentation de vos cibles. Je pense que ça permet au moins d'avoir un portefeuille d'activités assez garanti. OK? Voilà, on peut continuer là pour... Alors, la fonction commerciale, hein, pour un peu résumer, donc il faut savoir qu'ici, il y a plusieurs phases. Hein. Vous voyez ici le temps. Alors ici, vous voyez le volume de vente. Hein. Donc ici, le temps
on a la phase de préparation, le processus de création et le nouveau produit, les nouveaux produits. Alors ici, on développe le produit. Alors, le produit est introduit, ok. Maintenant, vous voyez un peu, par rapport à l'évolution du volume des ventes, alors, le produit-ci, donc, il suit en termes de communication et de publicité. Vous voyez, donc, ici, on va suivre un peu la phase de croissance, ok. Alors, regardez ici, on est dans la phase de maturation, c'est le point pic. Et on suppose que là, votre volume de vente connaît vraiment ce moment, le point de saturation. Mais attention, c'est là où maintenant, vous devez penser que plus les gens utilisent, moins ils seront satisfaits. Ce qu'on appelle le point de satiété. Les économistes doivent bien savoir ça. Lorsqu'on est saturé, c'est là où maintenant, le manager doit prendre quand même le soin de dire que le volume des ventes va aller directement, n'est-ce pas, en baisse. Et anticiper donc, comment anticiper? C'est là où maintenant il faut avoir un processus d'innovation et de renouvellement de produits. Et ça, vous ne pouvez le faire encore une fois que sur la base d'enquêtes régulières de perception et de satisfaction de la clientèle. Soyez très près de votre clientèle. Soyez très près de votre clientèle. À chaque phase, à la phase d'introduction, déjà même avant de créer le produit, vous devez dès ici, à la phase de préparation, demander un peu à la clientèle. C'est pourquoi l'étude de marché est importante dans le business plan. Parce que vous aurez à développer un produit. Mais ce produit-là à développer, il faut que dès la phase de préparation, que les gens vous disent quelle est la perception qu'ils ont déjà du produit à développer. OK? Maintenant, comme vous avez une clientèle qui est assez volatile ou assez dynamique, il faut que dès l'instant où il commence à consommer, que vous puissiez penser quand même à faire des enquêtes régulières pour savoir est-ce que le client, n'est-ce pas, qui utilise le produit depuis 5 ans, est-ce qu'il a le même niveau de satisfaction? Et vous verrez que même s'ils sont satisfaits, ils vont vous dire des suggestions sur les caractéristiques nouvelles des produits à mettre en place. Alors, toutes les entreprises qui n'ont pas ce réflexe risquent quand même à un moment donné de perdre beaucoup de parts de marché. Parce qu'à partir de là, vous aurez un autre concurrent qui va venir. Un autre concurrent va venir, vous êtes en phase de déclin, et regardez, lui, il sera en phase de croissance. Parce que là où vous avez un déclin, lui, c'est là où il a commencé à introduire le produit. Donc, il faut bien surveiller votre marché, encore une fois. Ne dormez jamais sur vos lauriers. Ne dormez encore jamais avec la tête tranquille quand vous êtes sur un marché. Il peut y avoir toujours de mauvaises surprises du jour au lendemain. Ne mettez jamais un produit et vous dites que ce produit-là marche, la clientèle est satisfaite. Non. Une clientèle peut être satisfaite aujourd'hui et ne plus l'être demain. Parce qu'elle a déjà atteint le point de satiété. Un point de saturation, vous ne pouvez plus quand même satisfaire la personne. Le point de saturation, c'est le point summum. Alors, ce qui peut lui permettre de renforcer sa satisfaction, c'est le fait que vous lui proposez un service supplémentaire. Vous voyez, Coca-Cola, c'est la plus vieille marque, mais Coca-Cola a pu innover. Coca Zéro, Coca Halal, etc. Ah, pardon? Voilà, sous-produit. Le sous-produit. Et ça, c'est important. Il faut avoir des produits dérivés, c'est important. Que vous soyez dans le domaine de l'agriculture, l'aviculture, etc. Il ne faut jamais se limiter, n'est-ce pas, à un produit. Essayez toujours d'inventer ou d'avoir une capacité d'adaptation par rapport à la clientèle. Alors, c'est ce qu'a réussi Sedima. Je ne sais pas si vous voyez, au-delà même de la production de poussins, etc., vous voyez les boutiques Sedima qui ont été créées un peu partout. Et ça, c'est une innovation. Et KF16, c'est eux. C'est-à-dire, vous voyez la phase de transformation entre l'élevage, n'est-ce pas, de poulets et plus tard, quand même, l'utilisation de ces inputs, n'est-ce pas, dans la chaîne de distribution KFC. C'est important. Donc, il faut à chaque fois, parce que Sedima, il faut se dire que d'ici 10 ans, peut-être même, il sera moins présent dans l'élevage des moules.
des poulets. Parce que tout le monde maintenant est éleveur. Hein? Hein? Voilà pour les éleveurs. Donc vous voyez cette capacité à rapidement s'adapter par rapport au marché. Okay? Donc ça aussi, n'hésitez pas. Je ne dis pas que dans la phase d'introduction, il faut respecter quand même la phase de préparation, mettre en place de nouveaux produits, mais ne soyez jamais auto-narcissiste, c'est-à-dire vous se dire que j'ai gagné la vie. J'ai gagné la bataille. Lorsque vous mettez en place un produit, il y aura toujours une phase de diagnostic à faire. Et cette phase de diagnostic doit vous permettre de pouvoir rapidement en tirer toutes les conséquences en termes de redéploiement. OK? Oui? Pour appuyer un peu sur vos éclaircissements, oui. C'est le cas de la Sonatel, oui. que d'après son directeur général, la Sonatel a subi de pertes durant l'année 2019 sur les appels entrants. Oui. Concernant les réseaux sociaux, et la part des réseaux sociaux comme WhatsApp ainsi que Facebook. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont subi à peu près une perte de 10 milliards de francs CFA. Sur le segment de oui, sur les appels entrants. C'est normal. Maintenant, ils ont dit il faut qu'ils trouvent une solution à ça. Maintenant, l'État a dit que est-ce qu'on peut essayer de facturer ces réseaux sociaux ou bien d'essayer d'interdire carrément les activités sur le territoire. De WhatsApp? Oui. Wow. Je vous repose la question à tout le monde. Je suppose que c'est le président de la République qui doit pouvoir répondre à cette question par non. Oui. Hein? Non, je pense que, bon, vous voyez un peu la capacité d'anticipation. Est-ce que la Sonatel avait vu déjà la percée de WhatsApp en 2015, dans les années 2000? Est-ce que je vous pose la question, oui ou non? En réalité, il faut avoir une capacité d'anticipation et de réajustement par rapport à une situation donnée. Alors, il y a un célèbre professeur qui disait que, quand il le disait, les gens pensaient qu'il était fou. Il disait qu'il arrivera un moment où les gens auront tendance plus à considérer leur téléphone comme leur bureau. Et c'est arrivé. Le commerce en ligne, ce n'est plus par Internet, mais par WhatsApp. Et donc, actuellement, cette entreprise dont vous parlez, c'est une entreprise quand même qui a peut-être un dispositif de surveillance, mais qui n'avait pas intégré l'aspect quand même arrivé de la concurrence. Cette concurrence-là, ce n'est pas une concurrence voulue, mais c'est une concurrence qui est constatée. Ce n'est pas seulement cette entreprise peut-être qui a des difficultés liées à la concurrence, mais même au niveau mondial. Hein. Si on faisait une étude, n'est-ce pas, mondiale, vous allez vous rendre compte que le secteur des télécoms, n'est-ce pas, a connu beaucoup de baisse par rapport à l'arrivée de WhatsApp, avec les produits dérivés, parce qu'il y a d'autres télégrammes, etc. Ce n'est pas WhatsApp peut-être qui est visé, mais tous les réseaux sociaux. Mais donc, en tant que chef d'entreprise, vous devez saisir cette opportunité et se dire que les réseaux sociaux peuvent constituer des canaux de distribution assez importants pour moi. Et donc, c'est là où peut-être vous devez porter votre attention et non pas, n'est-ce pas, sur une éventualité de blocage. Je ne pense pas que ça puisse être une solution. Voilà, parce que WhatsApp, c'est un réseau quand même de communication virtuelle et ne pensez pas que c'est gratuit également. Derrière ça, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire le fait d'être connecté, tout ça, les gens se rémunèrent par redevance, etc. Parce que c'est développé par quelqu'un. Il ne l'a pas développé pour faire plaisir à M. Ba, ou M. Diop ou moi, non. Ils l'ont développé parce que c'est une industrie commerciale. Ça aussi, il faut le savoir. Maintenant, chaque entreprise doit s'adapter par rapport à ça. Bon, on va un peu avancer là par rapport à... Alors, la fonction financière, qui est une fonction assez délicate. Hein? Alors, l'entreprise, il faut savoir que fait face à 3 cycles hein, dans la fonction financière. Il y a ce qu'on appelle le cycle de financement. Alors, le cycle de financement, c'est
tout ce que l'entreprise peut utiliser pour au moins faire face à ses besoins de financement. Alors, ces besoins de financement se répartissent en deux. Il y a ce qu'on appelle le cycle d'investissement et il y a ce qu'on appelle le cycle d'exploitation. Alors, le cycle de financement permet donc de financer le cycle d'investissement et le cycle d'exploitation. Quelle est la différence entre les deux? Entre le cycle d'investissement et le cycle de financement? Très bien. Alors, le cycle d'investissement me permet en tant que porteur de projet ou entrepreneur à faire face à mes besoins de financement à moyen et long terme. Moyen et long terme, ça peut être 5 ans jusqu'à 10 ans. OK, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Le moyen terme. 5 à 10 ans. Pour la simple raison que quand moi je suis un entrepreneur, si je veux acquérir, n'est-ce pas, une machine qui coûte 100 millions, peut-être je ne serai pas dans les dispositions de payer, n'est-ce pas, cette machine, n'est-ce pas, en 2 ans, 3 ans. Et je dois avoir, n'est-ce pas, à exprimer un besoin d'investissement à long terme. Donc le besoin d'investissement est toujours à moyen et long terme, entre 5 ans et 10 ans, 15 ans, etc. Et ça me permet de pouvoir faire face à l'acquisition de matériel, d'équipements, de véhicules, de bâtiments, de terrains, etc. Donc c'est les investissements longs. Et c'est là où vous avez plus de besoins, non? Oui ou non? C'est là où vous avez plus de besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre business plan, il faut beaucoup insister sur l'expression des besoins d'investissement. Parce que sans cela, votre activité ne va pas fonctionner. Sans cela, votre activité ne pourra pas générer ce qu'on appelle des cash flows. Alors l'autre cycle, c'est le cycle d'exploitation. Alors le cycle d'exploitation, c'est entre 1 an, 2 ans maximum. Ça permet de gérer un peu le court terme. Le court terme, c'est quoi pour moi? Quels sont mes besoins à court terme? Mes besoins à court terme en tant qu'entrepreneur. Vous ne savez pas si on vous dit demain, oui, allez-y, oui. Prenez le micro, s'il vous plaît. Salaire. D'accord. Salaire, charge salariale, oui. Par exemple, les intrants de production. Intéressant. Les intrants de production, oui. Ensuite, il y a quoi? La matière première, exactement. Et elle a ajouté même les charges salariales. Et le paiement de vos fournisseurs. Donc, dans le cycle d'exploitation, on met en avant justement toutes les expressions de besoins à court terme. Alors, ça veut dire quoi? Dans le cycle de financement, je dois identifier mes besoins d'investissement qui sont à moyen ou long terme et je dois identifier mes besoins à court terme. Dans le projet, vous aurez à la fois des besoins d'investissement à long terme, mais également des besoins d'exploitation. Alors, les besoins d'exploitation, c'est ce qui me permet de pouvoir commencer mon exploitation avec le paiement des salaires, avec l'achat n'est-ce pas, de matière. Parce que même si vous avez des machines sans matière première, vous n'avez pas fonctionné. On est d'accord? Alors, même si vous avez des machines sans personnel, vous n'allez pas démarrer. On est d'accord? Voilà. Donc ça permet un peu de garantir une fluidité n'est-ce pas, du cycle financier. Donc, je récapitule. Le cycle de financement peut être scindé en deux. Le cycle d'investissement et le cycle d'exploitation. Alors, regardez un peu la finalité même par rapport à ce cycle d'exploitation. Parce que dès l'instant où j'investis, regardez, je produis. Alors, dès l'instant où je produis, ça va me permettre d'avoir quoi? Des encaissements et des décaissements. Alors, la différence entre les encaissements et les décaissements va me permettre de pouvoir apprécier ce qu'on appelle ma trésorerie disponible. Donc, je récapitule. Le financement est scindé en deux. Le financement du cycle d'investissement, qui est l'acquisition de matériel lourd, et il y a le financement des besoins d'exploitation, les intrants, les charges salariales, etc. Alors, une fois que je produis, je vais encaisser et je vais également décaisser, ce qui me permettra d'avoir ce qu'on appelle une trésorerie. Et cette trésorerie-là, il faut la gérer de façon rigoureuse.
Pourquoi? Pourquoi selon vous? Hein? Sinon l'entreprise s'arrête. Sinon l'entreprise s'arrête, oui. Et autre chose également, pour éviter également des tensions de ressources. Parce que les tensions de ressources, le danger c'est que si vous avez des tensions de ressources, vous avez deux voies. Vous êtes obligé quand même d'avoir un cycle d'exploitation qui bloque, ou vous risquez d'aller voir le banquier. Une fois, ça peut marcher. Deux fois, on commence à douter. Mais si c'est des découvertes à n'en pas finir, le banquier n'aura plus confiance en vous. C'est clair? Une trésorerie déficitaire peut mener à ce qu'on appelle un découvert. Et des découvertes récurrents, c'est une très mauvaise perception de la part du banquier. C'est comme si vous fonctionnez, n'est-ce pas, sur la base de ce qu'on appelle, voilà, c'est comme une infusion de sang. Oui? Certains produits, si on tient compte aussi des réinvestissements, ici, est-ce qu'on peut parler seulement après la cycle d'exploitation, de l'encaissement et du décaissement? Alors, quand on parlait de réinvestissement, c'est dans quelle phase? Juste pendant l'exploitation. Oui. Supposons, si je dois acquérir des machines. Oui, mais l'acquisition n'est pas faite tous les ans. Vous savez, investir sur une machine de 100 millions, ce n'est pas tous les jours que vous allez le faire. OK? Maintenant, il faut une phase de maturation parce que, supposons que vous avez acheté une machine pour une durée d'utilisation de 5 ans. Il y aura le renouvellement de cette machine peut-être au bout, n'est-ce pas, de la durée d'amortissement. Maintenant, il peut arriver que plus tard, que justement, lors de votre exploitation, que vous puissiez quand même passer à une phase de renouvellement. Mais ça, ce n'est pas tous les ans qu'il faut le faire. OK? Maintenant, dans ce cas, le cycle de renouvellement va impacter non seulement sur le cycle d'exploitation et le cycle de financement. OK? Voilà. Autre question? Voilà, donc, alors, ça, on va y revenir dans notre business plan, hein, c'est-à-dire comment identifier les besoins d'investissement, qu'il faut séparer des besoins d'exploitation. Dans tous les cas, il faut savoir que l'entreprise se finance sur la base, n'est-ce pas, de l'identification de ses besoins. OK? Et une fois que mon exploitation marche, ça me permet de générer des encaissements et des décaissements. Ce qu'on appelle ici les cash flows, hein, entrant, sortant. OK? Question en ligne? Oui, allez-y, allez-y. Il y a M. Mambo Ndao qui vous suit depuis Wakam. Ah oui, mon nom, oui. Il est un master dans la finance. Ouais. Et sa question, il dit que quel est le financement le plus favorable entre le financement à crédit et la recherche de partenaires? Bon, c'est une question très intéressante, Mamor, que je salue. La recherche de partenaires peut être une bonne stratégie, mais il faut savoir que quand les partenaires viennent, ils peuvent être ce qu'on appelle des business angels, comme on dit en anglais. C'est-à-dire c'est des, hein, des investisseurs qui ont des exigences. Hein. Je vous donne l'exemple du capital risque. C'est-à-dire je peux me dire que je vais venir apporter quand même des fonds dans votre entreprise, mais je pose un certain nombre d'exigences. La première exigence, c'est que il faut me donner une part dans votre capital. 20%, 30%. Deuxième exigence par rapport à ces partenaires-là, ça peut être un peu le contrôle du top management. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Troisième exigence, c'est que ces partenaires qui sont souvent des partenaires assez aguerris en finance vont vous demander également un business plan qui les rassure sur le fait que l'entreprise où ils vont mettre leur argent, c'est une entreprise qui est rentable. Troisième exigence. Quatrième exigence, ils peuvent même vous dire que je vais rester non pas durablement dans l'entreprise, mais je vais rester 5 ans. Et ça veut dire que pendant les 5 ans, votre entreprise sera une vache laitière. Cinquième exigence, après ces 5 ans, ils vont exiger ce qu'on appelle un taux de sortie. Le taux de sortie, c'est le fait de se dire que je revends mes actions, et puis voilà, je retourne à mes affaires. C'est l'exigence de la plupart des partenaires. Et je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être, sont très liés par rapport à leurs actionnariats. Et je sais que beaucoup ne sont pas prêts
à libérer quand même 10%, 20% de leur... Hein? C'est très risqué, c'est le capital risque. Hein? C'est le capital risque. Maintenant, quel choix à faire? Moi, je pense que tout dépend encore de vos besoins. Parce que si vous avez des besoins à court terme, que vous pouvez surmonter rapidement, rien ne vous empêche d'avoir au-delà même des crédits classiques. Parce que vous savez, il y a les crédits fournisseurs, il y a le facturage, il y a l'escompte, etc. On va y revenir dans le cours de stratégie de financement plus tard dans un autre module. Mais il faut savoir que c'est des leviers de financement. Il y a même le crédit bail. Le crédit bail, par exemple, c'est un dispositif qui vous permet d'acquérir le bien et la banque gage ça. Tant que vous n'avez pas fini de rembourser, le bien appartient à la banque. Mais pour vous, ça vous permet de fonctionner. C'est quand même une opportunité à prendre. OK? Alors moi, j'ai un peu de méfiance par rapport aux partenaires qui sont dans le capital risque. Parce que leurs exigences vont tuer l'entreprise après. Le capital risque, c'est souvent des systèmes qui sont utilisés en France ou du moins en Angleterre et aux États-Unis. Et même aux États-Unis, il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle les fonds vautours, comme le vautour. C'est-à-dire des gens qui ont tendance à racheter que les entreprises en difficulté. Que les entreprises en difficulté. Eux, quand ils viennent, ils vont acheter une entreprise qui est presque en faillite. Ils vont retravailler l'entreprise et revendre l'entreprise avec une valeur supérieure. C'est ce qu'on appelle les fonds vautours ou les investisseurs vautours. C'est des gens qui ne se soucient pas du devenir de l'entreprise. Alors que vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez un vécu, vous avez une vision, vous avez quand même une orientation et même si vous négociez avec un partenaire, il faut négocier carte sur table. Ne pas accepter une perte du contrôle, ne pas accepter également de perdre un pourcentage de votre actionnariat. Souvent même, il peut vous demander 40%. Oui, tout dépend. Surtout quand c'est le capital risque où vous démarrez, parce qu'il y a plusieurs systèmes de capital risque. Il y a le capital création. Lors de la création, le partenaire peut apporter des fonds. Et là, vous êtes un peu fragile parce que comme vous n'avez pas de fonds, vous pouvez même accepter 40%. Alors, lors de la phase de développement, il peut venir également pour vous dire que je prends des parts, ce qu'on appelle le capital développement. Lors de la phase de transmission, ce qu'on appelle le capital transmission, il peut venir également pour dire que, comme vous cédez, comme vous vendez votre entreprise, moi je suis prêt à acheter votre entreprise, ce qu'on appelle la phase de transmission. OK? Et la dernière phase, c'est le capital retournement, comme en anglais. C'est lorsque l'entreprise a des difficultés. Et c'est là où les fonds vautours interviennent. Ils viennent vous voir, vous bradez votre entreprise, ils vont retravailler l'entreprise pendant quelques années, ils vont revendre l'entreprise à un niveau plus cher. Ce qu'on appelle les fonds vautours, fonds comme vautours. Les vautours, vous savez, ils squattent sur les cadavres. Oui. Oui. Donc, c'est vraiment, tout dépend du type de besoin et de la capacité également du dirigeant à bien défendre quand même le devenir de son entreprise. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Ma question c'est, si par exemple vous avez plus de 50% de départ, ouais, vous avez toujours le droit de veto, vous avez toujours le contrôle de votre entreprise, non? Si c'est absolu, oui. Mais le problème c'est que là où vous risquez d'avoir des 50%, c'est l'absolu, bien sûr. Mais il faut savoir que quand vous perdez le management, c'est dans l'une des exigences quand même de ces fonds-là, il ne s'agit pas d'avoir une majorité absolue. Parce qu'ils vont vous dire, bon, moi, il faut que je veille à tout ce qui est fonctionnement de l'entreprise. Parce que comme je mets mon argent et je vais rester 5 ans, il faut que je vois là où l'argent part, où l'argent sort. Ça. Donc même si vous avez une majorité absolue, il peut même demander 20% et avoir le contrôle du top management. C'est-à-dire que c'est votre pouvoir de négociation qui doit vous pousser à accepter ou à ne pas accepter cette exigence-là. Dans la plupart des capital risques, le dirigeant qui est en place risque de perdre même du moins le contrôle parce qu'on vous demande 20% de part et en plus on vous demande un contrôle, n'est-ce pas, du top management. Donc ce sera une co-gérance. Ce n'est pas la majorité absolue qui va les intéresser, mais c'est plus une vue sur la gestion. Parce que c'est des gens qui ne vont pas rester durablement dans l'entreprise. Ce qui les intéresse le plus, c'est le cash flow.
Mais est-ce que aussi le fait d'avoir un œil co-gestion, ouais. est-ce que ça impacte un peu sur le vote? Sur qui? Sur lui ou sur... Est-ce que ça impacte sur le... Ah oui, bien sûr que oui. Quand vous êtes un entrepreneur, alors que vous avez quelqu'un d'autre qui vous surveille, alors que vous avez les coups de France, ça change les règles du jeu. Voyez un peu? Parce que vous, en tant qu'entrepreneur individuel, vous avez la plénitude quand même dans votre actionnariat. Ce n'est pas la même chose quand maintenant on vous prend 20%. Et que cette personne vous demande un contrôle, n'est-ce pas, sur le management. C'est une des exigences pour pouvoir mettre son argent, n'est-ce pas, dans votre entreprise. Okay? Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un délai de récupération du capital très rapidement. C'est ça, vous voyez un peu? C'est-à-dire ce qui pourrait être généré en 10 ans, lui, il préfère qu'on le génère en 5 ans. Donc, il va demander quand même... En tout cas, c'est des systèmes qui ne sont pas adaptés, en tout cas, pour nos très petites entreprises. Ça, je le dis. Si vous avez un partenaire institutionnel, un partenaire étranger, il faut bien négocier, n'est-ce pas, dans l'entrée dans le capital. Ne pas accepter n'importe quoi. Même s'il y a une part dans l'entreprise à avoir, mais ne pas accepter quand même qu'il y ait une perte, n'est-ce pas, sur le contrôle du management. 3, il ne faut pas accepter également que l'entreprise soit une vache laitière. Parce qu'après, l'entreprise va être épuisante en termes d'investissement, en termes d'exploitation. Vous aurez du mal après à... Et le danger du capital risque, c'est qu'après, quand la personne va vendre, n'est-ce pas, ses actions, il peut vendre ça à n'importe qui. Vous voyez un peu? Sur le marché. Pas forcément à vous, entrepreneur individuel. Il peut revendre ça à quelqu'un d'autre qui n'est même pas connu de vous. Et ça peut créer ce qu'on appelle des passagers clandestins, n'est-ce pas, dans l'actionnariat. OK? Alors, pour la fonction communication, comme ça, après la pause, on va voir un peu la classification. Alors, avant de partir, je voudrais bien qu'on... Bien sûr, je parle après 14 heures, hein, de la première étude de cas, pour qu'on y réfléchisse avant de se quitter, excusez-moi. Alors, pour la fonction de communication, il faut savoir que c'est une fonction essentielle. Bien que je comprends que la plupart d'entre vous vont peut-être utiliser le système des réseaux sociaux, mais en grandissant, il faut avoir des moyens de communication tels que la publicité. Alors, les relations publiques, ça peut être même des parrainages, hein, ou le mécénat, c'est-à-dire rien ne vous empêche quand même de vous faire parrainer par, voilà, n'est-ce pas, des entreprises, etc., d'autres entreprises qui peuvent utiliser quand même votre support, hein. Rien ne vous empêche de le faire. La promotion des ventes. Alors, la promotion des ventes, alors ici, c'est au-delà même de la publicité, hein. N'hésitez pas à aller au niveau des foires, au niveau, n'est-ce pas, des salons, etc. Donc, c'est vraiment une promotion de grande échelle. Donc, je répète ici, la publicité, ça peut être la presse, ça peut être les réseaux sociaux. Alors, publicité donc vous avez plusieurs canaux. Publicité presse, ok, écrite, hein? Ok, parler, ok. Vous avez les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup d'entre vous vont adopter ce point-là, hein, avec les TIC, hein? Ok. Alors, etc. Alors, vous avez les relations publiques. Alors, les relations publiques, c'est plus institutionnel, hein, ok. Rien ne vous empêche de faire des sponsoring, hein, ok. Hein? Pardon? Le mécénat, voilà, le mécénat aussi. Mécénat, et puis de sponsoriser, par exemple, des écoles, ou même être dans la responsabilité sociale, sociétale. Il y a quelqu'un qui est dans ça, là? D'accord. Et comment ça peut participer au développement de l'entreprise qui fait ça? Est-ce que, en termes d'aspect positif, ça impacte sur la communication? Je pose juste la question. Oui. D'accord. Le responsable social a été, d'une certaine manière, appliqué par une entreprise de la presse qui s'active dans
l'industrie vous ne voulez plus répéter ce nom-là? Oui, dans l'industrie laitière. Donc du coup, il a fait focus sur le fait qu'il a apporté de l'aliment bétail aux éleveurs qui lui fournissent du lait. Donc du coup, ces gens se sont sédentarisés et puis les enfants ont pu être scolarisés parce qu'ils ne suivaient plus les parents dans les périples au niveau de la forêt. Donc ça, c'est un aspect qu'il a utilisé pour faire sa communication et impacter positivement. Absolument. Ça, c'est intéressant. Bon, peut-être qu'il y a plusieurs entreprises qui sont dans ça, la RSE, mais il faut savoir que c'est un outil important de communication pour... allez-y. Pour la publicité, pour adopter la méthode CIPAT, c'est comme cinéma, le micro. Allez, allumez s'il vous plaît. Bon, je dis pour la publicité, il faut adopter la stratégie de CIPART. C comme cinéma, I comme Internet, P comme la presse. La presse, ce qu'on a mis, oui. A comme affichage, R comme radio, la radio. Qui est d'en parler, oui. Et T comme la télé. Ah, super. Et aussi, parce que la publicité a 3 objectifs. L'objectif cognitif, affectif et conatif. Ouais, super. Vous êtes un spécialiste de la communication, là, apparemment. Non. Hein? C'est bien. Non, en fait, c'est pour vous dire que ce n'est pas négligent. Vous savez, vous avez beau avoir un bon produit, mais si la fonction de communication ne marche pas, ça pose problème. Donc, n'hésitez pas à, en tout cas, s'entourer de toutes les précautions pour que la fonction communication. Je ne dis pas que forcément, vous devez avoir un chargé de communication, mais vous devez, dans votre entreprise, déployer des actions en matière de publicité, en matière de relations publiques ou en promotion, n'est-ce pas, des ventes. Alors, la promotion des ventes, c'est bien sûr essayer quand même d'avoir des actions promotionnelles, ok? C'est des actions promotionnelles qui peuvent vous permettre quand même de pouvoir... rien ne vous dit... rien ne vous interdit de faire quand même des rabais, ok? Il peut y avoir des rabais, ok? Alors moi, j'ai un peu... je n'aime pas le mot souvent qu'on utilise, comment dirais-je, ils l'utilisent souvent dans les magasins là de... comment dirais-je, hein? C'est une promotion qu'ils utilisent. Parce que souvent, on voit un prix de 1500, même à Auchan, ils le font, etc. Oh, excusez-moi, j'ai cité un nom encore. 1500, ensuite, on baisse à 1300. Solde, voilà. Oui. Alors, le problème des soldes, c'est que ça cache souvent des... bon. Mais si quand même on respecte les conditions, parce que pour solder, il faut respecter des conditions quand même d'affichage, quoi. Ok, il y a les soldes, rien ne vous empêche également d'aller dans des salons ou même dans des foires pour un peu participer à la promotion de vos ventes. Donc, c'est beaucoup d'actions promotionnelles qu'il faut mener, rabais, soldes, salons, foires, etc. Ok? Et souvent, dans le cadre même des salons ou foires, vous pouvez participer à des rabais ou des escomptes commerciaux. Ok? Donc, c'est des possibilités que vous devez saisir. Alors, en tant que jeune entrepreneur, il faut vraiment essayer quand même de ne pas attendre même la phase de création pour un peu participer à ça. L'aspect communication doit être permanent. Okay? La communication doit être permanente, n'est-ce pas, aussi bien à l'entrée que dans le développement du produit. Parfois aussi, la communication peut être un couteau à double tranchant. Parfois, on peut anticiper sur la communication alors que la production n'est pas disponible ou insuffisante. Ah oui, ça c'est... Il y a un rush des commandes et du coup, les clients se rendent compte qu'il n'y a rien sur place. Oui, et ça peut porter préjudice. C'est pourquoi il faut avoir une politique de stockage qui est adaptée à votre production, à votre demande aussi. Okay? Derrière, il faut avoir une politique de stockage qui s'oriente vers l'expression des besoins. Alors, mais il y a encore pire, c'est de ne pas communiquer et d'avoir des méventes. Si vous ne communiquez pas, ça veut dire que est-ce que les segments de clients connaissent votre produit? Donc, ça pose problème. Donc, il faut avoir vraiment une communication équilibrée en fonction de votre offre, mais en fonction également de
demande. Et bien segmenter la communication. Ne pas avoir une communication trop institutionnelle. Vous devez avoir une communication sociale aussi. La communication sociale, c'est le fait d'atteindre toutes les cibles. Pas seulement le citadin ou demain celui, n'est-ce pas, qui est riche, mais d'atteindre quand même les ruraux qui sont, n'est-ce pas, dans les contraintes un peu inaccessibles et qui sont, n'est-ce pas, prêts à utiliser ces biens. Je vous donne juste un exemple sur le domaine du mobile banking. Vous savez, hein, la percée du mobile banking, c'est ça. Ils sont allés là où les banques, les institutions microfinances ne sont pas allées. Vous voyez un peu? Quelle segmentation en termes de communication sociale. Et maintenant, quand vous voyez nos parents qui ont tous quand même des portables avec mobile banking. Et maintenant, ça crée plus quand même d'envoi. Parce que si vous devez envoyer de l'argent à une personne, il va vous dire, mettez-moi ça sur tel opérateur, tel opérateur. Donc c'est maintenant, ça veut dire qu'ils ont bien utilisé une politique de communication sociale. Et ce n'est pas une communication, n'est-ce pas, institutionnelle. OK? Je pense que aussi ça, c'est bon à savoir. Dans l'entreprise, il faut utiliser des mots et des services qui sont adaptés aux cibles. Adaptés aux cibles. Voilà, donc on va prendre une deuxième pause. On revient à 14h.